J'ai aussi pas mal rigolé en regardant certains membres de la pseudo-société civile, ou du moins de la société civile euh, corrompue à la malgouvernance aujourd'hui, notamment beaucoup de ceux-là qui aiment toujours à dire qu'ils ne font pas dans des attaques personnelles, que c'est des débats d'idées, mais curieusement, ils n'acceptent pas d'écouter les idées développées par d'autres. Donc, pour eux, là, à ce moment, bonsoir depuis le Canada. Donc, pour eux, ils estiment que c'est logique qu'ils puissent faire des conférences de presse et attaquer des individus, donc se lancer dans des débats de personnes. Vous voyez bien là la contradiction de certaines personnes. Riche aussi dans le sens où, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, euh, notre frère euh, Kelly Ondo se retrouve toujours emprisonné. Euh, Pourquoi j'en parle? Parce que notre frère Barack Obama, à travers une vidéo assez forte, nous a rappelé justement que Barack Obama, que nous a rappelé que Kelly Ondo s'était levé non pas pour lui, non pas pour sa famille, non pas pour ses enfants, non pas pour de l'argent, mais qui s'était levé pour le Gabon, pour que nous puissions prendre nos responsabilités et nous délivrer de la tutelle des Bongos, de la dictature. Malheureusement, ceux qui aujourd'hui ont pris le pouvoir dans les mêmes conditions qu'il voulait lui le prendre pacifiquement, sans effusion de sang, le considèrent comme un ennemi, le considèrent comme une personne euh, qui devrait au contraire finir ses jours en prison. Ce qui est tout à fait curieux lorsqu'on sait qu'aujourd'hui le général Oligui et toute sa suite se font passer pour des héros, s'attribuent des médailles, s'attribuent des galons, euh, se font ériger des statues par-ci, par-là, alors que pendant longtemps, ce sont bien ces mêmes hommes qui ont maintenu le pouvoir euh, là où il est. Ce sont ces mêmes hommes qui ont lancé l'assaut contre Kelly Ondo à Gabon Télévision. Et ce sont ces mêmes hommes aujourd'hui qui ont tous les levées de pouvoir. Ce sont ces hommes qui, à l'instar du général Oligui, peuvent se permettre d'attribuer la nationalité à qui ils veulent en disant qu'ils peuvent outrepasser les règles parce que ayant les attributs de chef de l'État. Donc ça, c'est selon ce qu'ils disent. Mais au même moment, lorsqu'on leur dit qu'il faudrait faire sortir Kelly Ondo, ce sont les mêmes encore qui nous disent qu'ils ne peuvent pas faire sortir Kelly Ondo parce que les attributs ne permettent pas au général Oligui de faire recouvrir la liberté à Kelly Ondo. Rappelons que c'est ce même général Oligui qui s'est accordé les pleins pouvoirs, c'est ce même général Oligui qui, plus d'un an jour pour jour, a délivré plus de 1000 prisonniers. Hein. Je ne vous parle pas de réduction de peine ou quoi, comme ont voulu nous sortir certains de ces jusqu'au boutistes. Hein. Encore que, même s'il faille parler de ça, Kelly Ondo n'a pas de sang sur les mains, et même s'il faille parler de réduction de peine, le général Oligui peut réduire sa peine. Rappelons-nous que le général Oligui, lorsqu'il est venu, la première chose qu'il a fait, c'est de faire sortir tous les black boys de prison à travers des simulacres de procès. Rappelons-nous que quelqu'un comme l'ancien directeur général de la CNAM-GS, Renaud Alogo-Akwe, qui a reconnu quand même avoir détourné 11 ou 13 milliards, aujourd'hui est libre. Pendant que Kelly Ondo, qui a tout simplement passé à la télévision gabonaise pour demander au peuple de se lever contre la tyrannie, lui qui n'a tué personne, se retrouve aujourd'hui en prison, se retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, pour la petite histoire, nous ne savons pas si réellement Kelly Ondo est toujours vivant. Nous ne savons pas si Kelly Ondo n'a finalement pas succombé aux tortures auxquelles on le... Quelqu'un me dit que le son est faible. Nous ne savons pas si Kelly Ondo euh, euh, est vivant, s'il n'a pas succombé aux tortures que lui ont fait subir les différents régimes. Voilà la vérité. Donc,
Ce soir, je vais aller droit au but. Demain, je ferai un autre live. Je reviendrai sur certains d'autres sujets. Donc, je vais vous demander là, d'abord, de partager massivement parce que je vois que ça décolle peu. Je vais vous demander de partager massivement. Sinon, je vais devoir arrêter ou sur TikTok ou sur Facebook pour me concentrer uniquement vers ceux qui sont le plus réceptifs. Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas une émission de télévision, de divertissement et autres. Ce que je fais a pour but d'éveiller les consciences et en éveillant les consciences, ce qui est recherché derrière, c'est de faire en sorte que le pouvoir en place, que les tenants du pouvoir en place ne peuvent plus penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils le font. Vous avez vu que en se levant pour l'affaire de Joan Bunda, en outrepassant les menaces de ces gens, vous avez vu que nous avons pu faire fléchir la dictature actuelle, les tenants du pouvoir actuel. Donc c'est toujours dans ce sens que je vous demande de partager. On n'entend pas. Bon, il y en a qui me disent qu'ils n'entendent pas. Et je vais essayer de mettre un kit. Ceux de Facebook, on n'entend plus rien. Ok, je vais essayer de mettre un kit pour ceux de Facebook là. Donc un instant. En train de PB, c'est chez toi. Ah, chez moi, pourquoi? Mais écoute, si vous ne tapotez pas, c'est normal, hein. Voilà pourquoi vous avez dû remarquer que là, vous m'entendez? On entend bien. Voilà, donc vous vous plaignez du son, mais vous comprenez pourquoi depuis un moment, je n'aime plus trop annoncer mes lives, parce que lorsque j'annonce mes lives à l'avance, ça permet à toutes les cellules des gens de l'autre côté de tout faire pour attaquer le live. Donc, je vous prie de tapoter, mettre des cœurs sur Facebook, parce que là, ce problème n'est que sur Facebook. Donc, si vous êtes là comme des spectateurs, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas le live, ne vous étonnez pas que ça puisse bugger un moment. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, je coupe sur Facebook et je me concentre sur TikTok, parce qu'il est moins facile d'attaquer sur TikTok. Et depuis que je parle, je ne vois toujours pas de cœur et autres. Les cœurs qu'on vous demande de faire, c'est pour pouvoir permettre que tous ceux qui signalent le live, vous puissiez, à travers les cœurs que vous mettiez, vous puissiez contrecarrer les algorithmes de Facebook ou de TikTok. Voilà pourquoi vous voyez souvent les gens disent tapoter, tapoter. C'est pour pouvoir en fait continuer le live sans problème. Mais je vois sur Facebook que le PB c'est chez Monsieur Ngoulou ça. Je vois que jusqu'à présent sur Facebook, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Donc, dans 2-3 minutes, je vais arrêter sur Facebook et me concentrer uniquement sur TikTok. Aussi simple que ça. Donc, où j'en étais avant de régler ce problème de son là? Quelqu'un peut me rappeler où j'en étais? J'ai quelques petits trous de mémoire. Donc, la semaine dernière, nous avons tous été témoins hein, de ce scandale d'État concernant la CNAM-GS, qui est quasiment en cessation de paiement. Ce scandale depuis plusieurs semaines où certaines indiscrétions, certaines fuites avaient voulu orienter cette catastrophe auprès de Madame Brigitte Anguileba, Mba, PC, PC de PCA de la CNAM-GS. Et nous nous sommes rendus compte hein, que ce n'était pas le cas. Nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, et à travers les documents que nous avons eus, des fonds massifs sont sortis de la CNAM-GS en réalité pour le général Oligui à travers ces différentes organisations, de toutes ces organisations, CETERI, commémoration de ceci, commémoration de cela. Hein.
Mais comme vous savez, dans ces choses, comme du temps d'Omar Bongo, il faut toujours faire porter le chapeau à quelqu'un. Malheureusement, en ayant ces pratiques, il faut savoir que la CNAM-GS vit des cotisations des travailleurs gabonais, des cotisations des travailleurs privés, des cotisations des, des, des fonctionnaires, mais aussi des cotisations certes minimes des Gabonais économiquement faibles à travers des taxes prélevées sur les transactions téléphoniques, les transactions de recharge d'eau et d'électricité et autres, notamment d'électricité. Et donc vous comprenez que cet argent, déjà qui est assez limité au vu des fortes dépenses de la CNAM-GS, parce que comme vous le savez, le Gabon, n'ayant toujours pas de réglementation stricte en tout, donc dans la santé, dans les industries et autres, la population gabonaise est une population fortement malade. C'est une population fortement malade et pour ceux qui le savent, une population fortement malade est une population qui coûte cher à l'État. Dans tous les pays, c'est une population qui coûte cher à l'État. Et malheureusement, un État ne peut pas se permettre d'avoir une population malade. Un État ne peut pas se permettre d'avoir une population atteinte de pandémie et autres. Vous avez tous vu avec ce qui s'est passé concernant la pandémie de la COVID-19. Et ça, malheureusement, beaucoup de nos gouvernants, de nos super gouvernants qui connaissent la politique sur le bout des doigts, qui la maîtrisent depuis des années, oublient ce paramètre. Ils oublient ce paramètre à tel point que lorsqu'ils pillent des institutions, des organismes comme la CNAM-GS, ils oublient que cette CNAM-GS permet à nos compatriotes, à nos pères, mères, frères et enfants de se soigner à moindre coût, en ne payant que le ticket modérateur, souvent qui s'élève à 10% ou 20% de la somme qu'ils devaient payer. Donc très souvent, ça s'élève à 1000 francs, à 2000, et même là encore, vous me direz, ce n'est pas grand-chose, mais pour beaucoup, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui sont totalement abandonnés, euh, payer 1000 francs, 2000 francs CFA et des médicaments d'un coût peut-être similaire si ce n'est plus, c'est énorme. Donc malheureusement, ces, euh, ces dirigeants qui s'octroient des avantages juteux, ces dirigeants qui n'hésitent pas à répondre aux caprices euh, des autorités politiques, tuent l'outil qu'ils sont censés gérer. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que nous avons tous vu les pharmaciens qu'on le veuille ou non. C'est vrai qu'aujourd'hui on comprend que c'est des familles qui se sont accaparées, des lobbies qui se sont accaparés ce secteur, mais au-delà de ça, nous ne fabriquons pas de médicaments au Gabon, nous ne fabriquons pas de vaccins, de seringues ou autres. Ça sous-entend que les pharmaciens importent pour la grande partie tous les médicaments euh, qu'il y a dans leur pharmacie au Gabon. Et il arrive un moment où vous voulez bien faire crédit à l'État, mais à un moment donné, bien qu'étant euh, une pharmacie évoluant dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, vous avez des charges, vous avez des salaires, vous avez des impôts. Donc vous avez tout un environnement économique qu'il faille aussi satisfaire. Et malheureusement, donc nous sommes tombés à une situation où les pharmaciens, après euh, avoir donné des préavis aux autorités concernées, ont mis leurs menaces à exécution et sont rentrés en grève. Et là, donc tollé, etc., tout le monde a parlé, etc., mais tout le monde a parlé. Et puis nous avons vu à nouveau un sauveur tel Superman qui est venu avec une cape rouge de la GR, hein, et un chapeau chinois, euh, nous dire, voilà, il va régler la situation, c'est lui le sauveur, etc., etc. Il a démis la direction, il a nommé de nouvelles personnes, et en un jour, on ne sait comment, il a fait en sorte que cette grève s'arrête. Ah, c'est bien, tout le monde applaudit, voilà, ah, Oligui président, Oligui sauveur de l'humanité, sauveur du Gabon, et autres, comme certains aiment à le dire.
Et puis voilà que nous apprenons aussi que, mais d'autres, à l'image des pharmaciens, eux également en difficulté à cause des lourdes créances de l'État, ont décidé, comme ça également, comme le droit le leur permet, d'entrer en grève, de faire grève pour contraindre le Gabon, pour contraindre le gouvernement à résoudre sa dette. Parce qu'il faut dire que les autorités actuelles gabonaises sont plus promptes à sortir des milliards et des milliards pour... quelqu'un me dit on ne voit plus rien. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Donc ils sont plus prompts, plus nombreux euh, à payer des milliards vers l'étranger, vers les créanciers américains, français et autres. Mais quand c'est pour solder la dette intérieure, parce que là nous parlons bien de dette intérieure, qui atteint quand même plus de 70% du PIB, chose qui est insupportable pour un État, logiquement, selon toutes les règles de gestion, de commerce, hein, voilà. Et donc, voilà, le général Oligui, d'un coup de baguette magique, a réglé cette situation pour les pharmaciens. Donc, les laboratoires, je ne sais pas si finalement ça a été la même chose, mais voilà que jeudi, donc il y a quelques jours, il y a 3 jours, euh, voilà que jeudi, les propriétaires, les directeurs, les docteurs propriétaires et autres, enfin les propriétaires, hein, ou les chefs, je ne sais pas comment appeler ça, mais l'association on va dire des cliniques, des propriétaires de cliniques médicales, ils ont une association, là, j'ai oublié comment ça s'appelle, ARMP ou un truc comme ça. C'est qui m'appelle en plein live là. Donc, les propriétaires de, voilà, des cliniques, des hôpitaux privés, etc., etc., eux aussi lourdement endettés parce que la CNAMGS les doit. Donc voilà ces derniers réunis en association qui sont appelés par la CNAMGS, par le nouveau directoire de la CNAMGS, hein, jeudi, pour justement parler de cette affaire. Écoutez bien, et là ça devient intéressant, je vous demande de partager. Donc ils sont appelés jeudi par la direction, par la CNAMGS, pour voilà, discuter de la dette, pour pouvoir discuter de comment euh, euh, ils peuvent percevoir leur argent. Et à leur grande surprise, qu'ils trouvent à la CNAMGS un certain général Oligui. Les amis, là ça devient intéressant. Partagez le live, je reviens. Je fais 2 secondes aux toilettes. Partagez, faites décoller. Là, ça devient intéressant. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le général Oligui. Ils sont surpris de trouver le général Oligui à la CNAMGS, je dis bien à la CNAMGS et non à la présidence. Et là, vous allez écouter non, quelque chose de ce pays. Pardon, j'arrive, je vais rapidement aux toilettes. Partagez, je reviens tout de suite. Je laisse mon micro là. Ok, ok, ok.
Ok, je reprends mon micro. C'est bon, le son passe toujours. Est-ce que je suis connecté là, comme j'ai enlevé le... Le son passe toujours sur Facebook. Personne ne me répond. Ok, TikTok c'est bon. Bon, écoutez, Facebook apparemment. Là-bas, je crois que je vais arrêter. Voilà, si personne ne met des cœurs, j'arrête, aussi simple que ça. Donc je vous disais... je vous disais que grande a été la surprise donc des membres de toutes ces cliniques, hein, de toutes les cliniques là du Gabon que vous connaissez, parce que vous savez que l'hôpital public gabonais étant en lambeaux, une grande partie des Gabonais se font soigner dans les institutions, dans les cliniques privées, dans les hôpitaux privés, que ce soit de quartier ou voilà. Et ces derniers font un peu comme les hôpitaux publics. Donc, ils acceptent les patients qui ont des assurances CNAM-GS, ils acceptent de prodiguer des soins et autres parce que, voilà, selon les conventions signées avec l'État, ils percevront donc leur dû. Donc malheureusement, tout comme les pharmaciens, cette association, ces praticiens regroupés en association sont tous au rouge. Ils n'ont pas perçu d'argent de l'État. L'État, voilà, fait comme ils font, c'est-à-dire devant les médias, devant la télé, on dit que tout est bien, machin, mais en réalité, voilà. Seulement, ce qu'on oublie, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça soit un hôpital privé ou que ça soit un hôpital public, ça reste, c'est bien que faisant dans le domaine médical, ces entités fonctionnent un peu comme des entreprises. Comment fonctionnent-elles comme des entreprises? Mais c'est simple. Lorsque vous allez, par exemple, pour un palu, l'aiguille à travers laquelle on va vous injecter un produit, cette aiguille n'est pas fabriquée au Gabon. Elle est fabriquée à l'extérieur du pays. Il faut bien l'importer, il faut bien la payer. Et il y a des taxes douanières. L'État gabonais ne dit pas que parce que vous êtes un hôpital, parce que nous travaillons avec vous, avec la CNAMGS, vous ne payez pas d'impôts. C'est faux. Ces hôpitaux payent la douane, payent des taxes. Hein? Le produit, même si vous achetez, quand vous, dans votre consultation ou quoi, on vous dit, bon, voilà, pour le traitement, c'est tant. Mais même si vous donnez cet argent-là, il faut bien acheter ce produit. Et n'oubliez pas que ce que vous payez avec le ticket modérateur ne représente pas réellement le coût. Ce que vous payez avec votre ticket modérateur ne représente pas le coût réel que l'hôpital, la clinique dépense pour vous soigner. Lorsque vous allez faire des radios, vu que l'État, depuis des décennies, plus de 50 ans, n'a pas d'argent pour avoir des radios, des scanners et autres, mais lorsque vous allez dans ces officines qui vous disent que pour faire la radio, avec le ticket modérateur, c'est 10 000. Mais la différence, qui doit la payer? C'est l'État. Ces machines sont des machines qui coûtent cher pour beaucoup, sont des machines qu'il faut entretenir. Donc, à un moment donné, vous fonctionnez sur fonds propres, mais après, n'oublions pas que vous avez également une masse salariale. Les médecins que vous avez dans les cliniques privées, ce n'est pas l'État qui les paye, ce sont les propriétaires de ces officines. Les brancardiers, les laborantins et autres. Donc, à un moment donné, vous pouvez fonctionner sur fonds propres, sur vos réserves, parce que vous vous dites, bon, c'est l'État, ils vont payer. Mais jusqu'à un moment où vous pourrez supporter. Après, ce n'est plus supportable. Ce n'est vraiment plus supportable. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites comme les pharmaciens. Vous lancez un préavis de grève. Et c'est là où je vous dis que la solution miracle que le général Oligui a trouvée, je vous le dis sur la base des témoignages, je vous le dis sur la base des grandes oreilles de la présidence de la République, parce que vous savez, la présidence de la République a ça de particulier que c'est l'un des endroits les plus sécurisés du pays, mais c'est l'un des endroits où quasiment tous les murs ont des oreilles. Donc tout ce que vous vous dites dans une pièce là, la pièce d'à côté,
à écouter la pièce d'à côté et vice-versa, jusqu'à ce que ça arrive dans nos oreilles. Et nous vous avons démontré plus d'une fois que lorsque nous vous donnons ce genre d'informations, elles sont vraies presque à 100%. Donc voilà ces praticiens qui arrivent à la CNAMGS et qui se retrouvent nez à nez avec le nouveau directeur de la CNAMGS, qui se retrouve nez à nez avec le général Oligui. Le général Oligui n'est pas parti n'a pas utilisé, hein, vous le savez, de langage diplomate, et il a menacé clairement ces Gabonais propriétaires de cliniques et autres, en leur disant clairement qu'il ne voulait pas entendre parler de grève. Il leur a dit clairement que s'ils osaient entrer en grève, il les considérerait comme étant des ennemis à la transition. Et ensuite, il ne s'est pas arrêté là, il allait leur dire, il leur a dit qu'il leur mettrait aussitôt fait les impôts et la CNSS. Vous savez, c'est lorsque j'ai eu cette information, que j'ai recoupé, lorsque nos micros dans les cabinets là-bas à la présidence m'ont sifflé ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Parce que ça ne peut pas être le général Oligui qui vient nous dire qu'il est venu pour restaurer les institutions. Partagez le live. Ça ne peut pas être le général Oligui qui vient nous dire qu'il est venu pour restaurer les institutions et qu'au même moment, il utilise des méthodes de voyous. Et je pèse mes mots. Le général Oligui ne peut pas venir nous dire qu'il est venu restaurer la justice et les institutions et se comporter avec des compatriotes qui réclament tout simplement leur dû en leur faisant du chantage et des menaces. Mais de qui se moque-t-on, M. Oligui? De qui se moque-t-on? Toute une vie, vous allez passer comme ça à menacer les Gabonais. Lorsqu'on vous demande de pratiquer la justice, la vraie, lorsqu'on vous demande de pratiquer la gestion publique, la vraie, vous ne le faites pas. Et voilà que, à cause de vos 1001 projets bidons dont pour le moment la population n'a pas besoin, vos 1001 cérémonies de je ne sais trop quoi de la délivrance imaginaire du Gabon, voilà que vous mettez à mal la CNAMGS et d'autres entreprises d'État. Et vous venez... Non, les amis, ne dites pas que ça bug. Là. Si vous ne tapotez pas, c'est votre problème. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne tapotez pas, c'est votre problème. Vous êtes combien là? Sur TikTok, là, je vois que vous êtes plus de 100. Combien tapotent? Sur Facebook, c'est la même chose. Vous pensez que lorsque je sors, j'annonce ce genre de live, vous pensez que lorsque je sors ce genre de choses, sur le général Oligui et le CTRI, vous pensez qu'ils sont là, ils sont contents? Ils font tout pour bloquer le live. Ils le font. Donc, vous êtes là, vous estimez que c'est la télé. Mais donc, ne m'écrivez pas, oh, le live bloque, le live ceci, cela, les amis, arrêtez. Donc, je vous disais que le général Oligui ne peut pas continuer comme ça à se moquer des Gabonais, à se donner une image de sauveur, de bâtisseur, alors qu'il n'en est rien. Tiens, je vous donne un exemple. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, sur, sur Facebook, ça commence un peu à débloquer, donc tapoter. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, j'enquêtais sur la flotte des avions du Gabon, des avions présidentiels. Je vous avais donné un petit aperçu de quelques avions que nous avions sous Omar Bongo et sous Ali Bongo, qui étaient notre propriété et qui se trouvaient pour beaucoup ici en Europe, en France, en Suisse et dans certains pays et même aux États-Unis. Vous vous rappelez que beaucoup des gens du CTRI étaient sortis pour dire voilà que je racontais des histoires, voilà que j'avais la haine contre lui, parce qu'aujourd'hui c'est ça, lorsque je sors et que j'avance des arguments, ces gens à court d'arguments détournent le sujet principal en disant non, Rikoula, tu as la haine contre Oligui, non, tu cherches les nominations, les ceci, cela. Bref, ils sont libres de penser, de dire ce qu'ils veulent, mais néanmoins, lorsque je l'avais dit,
beaucoup ont été perplexes. Cette semaine, nous avons vu le journal panafricain Afrique Intelligent qui nous informe que le général Oligui aurait vendu des avions présidentiels appartenant sous Omar Bongo et Ali Bongo et qu'il aurait acheté, machin, etc. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vous avons dit? Avez-vous entendu la présidence, à travers son porte-parole ou le porte-parole du gouvernement, démentir ces informations? Pourquoi j'en parle? C'est pour vous dire que voilà encore un cas palpable où le général Oligui se prétend être le bâtisseur, le restaurateur des institutions, mais il continue à utiliser les biens de l'État à travers la même mafia que nous avons décriée sous le régime précédent. Parce que lorsque j'ai encore repris ce poste aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, beaucoup sont sortis en disant « Ah, en tout cas, il a bien fait de vendre et d'acheter. Oh, en tout cas… » Mais en fait, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que dans un pays normal, le patrimoine du pays, le patrimoine d'État ne se dilapide pas comme on le veut. Le patrimoine d'État et notamment les avions présidentiels, pour pouvoir les acheter ou les vendre, ça doit faire l'objet de débats à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas la propriété du président de la République, ce n'est pas la propriété, encore qu'il n'est pas président de la République, ce n'est pas la propriété d'un président de transition ou autoproclamé de ceci, ou même un président élu, ce n'est pas sa propriété. C'est la propriété du peuple gabonais. Et donc, lorsque ces avions, pour X ou Y raison, devraient être réformés ou vendus ou quoi, ça doit faire l'objet de débats, que ça soit les responsables de la présidence ou qui de droit, etc. Il faudrait expliquer aux députés, aux sénateurs, le pourquoi il faudrait changer cet avion ou acheter un autre avion et autres, parce que ça peut être pour de bonnes intentions. Et ce n'est qu'à la suite de ces débats et autres que plus tard, soit une ordonnance est prise, soit ou un texte de loi, ou je ne sais pas, un arrêté est pris. Il faut arrêter de laisser participation. Ok, Emma, au revoir. Voilà, je vous dis depuis un moment, les amis, je bloque tellement de personnes, tous ceux qui viennent là avec les insultes, les machins, oulala, vraiment depuis des années que je suis sur Facebook, depuis 6 mois là, 7 mois, je n'ai jamais bloqué autant de personnes. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient impoli, allez, je bloque direct. Donc allez-y, sortez avec les insultes, je bloque direct. Donc je vous disais que ce n'est qu'à la suite de ces débats qu'un projet de loi est pris, ou en tout cas une autorisation administrative est prise, pour que ces biens appartenant au Gabon puissent être vendus ou achetés et autres. Je vous donnerai un exemple. Lorsque vous avez, je ne sais pas, des voitures administratives, des voitures d'administration, lorsque vous avez des voitures de l'administration, au bout d'un certain moment, on les réforme. Mais comment on les réforme? On les réforme à travers un processus. Pour les réformer, il faudrait d'abord que ça passe par le patrimoine, c'est tout un processus. Et ensuite, une fois que ce processus est arrivé à un certain niveau, il y a une annonce officielle publiée dans le journal officiel ou dans d'autres journaux, etc., afin que le public sache qu'il y a par exemple une vente soit de véhicules administratifs réformés, soit de véhicules douaniers qui n'ont pas été dédouanés, qui sont saisis, tout ça au bout d'un certain temps. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est de la même manière que normalement les avions achetés sous Omar Bongo et Ali Bongo devraient être vendus. Mais non, la mafia continue. Personne ne sait officiellement où sont ces avions, pourtant eux le savent. Mais on va faire croire que non, ces avions auraient été vendus par l'ancien régime, par le Sylvia, par les Akumbesi, etc. Alors que ces avions sont bien là, propriété de l'État gabonais. Souvent, ils sont dans certains pays parce que les anciens tenants du pouvoir les ont laissés là-bas exprès, puisque c'était leur propriété, ils en avaient fait leur propriété privée. Tantôt, d'autres sont bloqués pour des problèmes d'impayés et autres, et autres, et autres. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis, et je vous ai fait la démonstration que tous les avions
appartenant au Gabon, les tenants du pouvoir savent exactement où ils sont. Malheureusement, la même mafia continue. Vous vous levez, vous vous réveillez un jour, vous apprenez que Oligui a un, deux avions. Comment il a fait pour les acheter? On ne vous le dit pas. Parce que quand vous regardez la loi de finances qu'ils ont votée avec le budget de 4200 milliards, nullement vous ne voyez une ligne budgétaire qui permet au Gabon de s'acheter un avion. Mais vous apprenez, voilà, comme ça, que le Gabon a un avion. Et lorsque vous demandez comment est-ce possible, etc., on vous dit non, vous êtes aigri, on n'avait pas d'avion avant, maintenant on a un avion. C'est ça, la manipulation. C'est faire croire aux Gabonais qu'en fait, ce que d'autres demandent qui est normal devient anormal. Demander à des personnes comment ils font pour avoir de l'argent ou pour faire acheter des avions, hein, alors que lorsque nous épluchions le budget du Gabon, nous nous rendons compte que rien n'a été prévu pour ça. Ces gens envoient des petites mains, des petits voyous sur les réseaux sociaux, vous insultez, vous dénigrez, en fait, détournez le véritable sujet. Et c'est ça qui est regrettable. Parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir une gestion comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à confondre le patrimoine du Gabon à votre patrimoine à vous. Vous ne pouvez pas. Vous dites que vous êtes venu pour restaurer, mais c'est ça la restauration de la gestion publique. Or, ce que nous nous rendons compte, c'est que la gestion publique financière demeure toujours l'apanage d'un certain groupe de personnes. À l'exemple de votre petit frère ou même des membres de votre famille. Avant que vous ne soyez président autoproclamé, votre famille n'avait rien, n'avait pas de machin ou je ne sais trop quoi. Maintenant, aujourd'hui, nous constatons que votre petit frère, c'est le nouveau Crésus. C'est avec vos frères, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps dans une partie du pays. Ce sont eux qui construisent des cités dans vos villages. Hein? Pourquoi cela ne se faisait pas avant que vous ne preniez le pouvoir? Parce que tout simplement, vous faites comme vos prédécesseurs, l'argent du peuple gabonais est confondu à votre argent. Les biens du peuple gabonais se confondent à vos biens. Et vous ne voulez pas, vous n'avez aucun intérêt à ce que la gestion publique se fasse de façon correcte. Mais la conséquence en pratiquant comme ça, c'est ce que nous voyons. C'est que vous êtes emprisonnés dans des pratiques de bandits, dans des pratiques de voyous, dans des pratiques d'assassins. Parce que de là à en venir à menacer des gens qui ont, grâce aux fruits de leur travail, créé des entreprises, des cliniques, donné du travail à d'autres Gabonais, venir dire aujourd'hui que si vous osez entrer en grève, je considérerais que vous êtes des ennemis de la transition, monsieur Oligui, c'est grave. Mais moi, j'aimerais que vous preniez vos responsabilités, monsieur Oligui. Vous dites que vous êtes préparé, vous n'avez peur de personne. Mais lorsque vous sortez ce genre de propos et que vous menacez ces gens à huis clos, pensant que ces propos ne sortiraient pas, mais faites-le en public devant les médias. Faites-le en public devant les médias. Vous n'avez peur de rien. Faites-le en public devant les médias. C'est quand même extraordinaire d'être là, de dire que vous êtes venu sauver le pays, le machin, mais qu'en réalité, vous continuez les mêmes pratiques. Vous avez vendu au Gabon la discipline militaire, aux Gabonais la discipline militaire. Mais depuis que vous êtes là, nous ne voyons aucune discipline militaire. Au contraire, même sous les criminels précédents, Ali Bongo et autres, même sous le couvre-feu, jamais nous n'avions entendu que des Gabonais ont été tués, massacrés à répétition parce qu'ils auraient violé le couvre-feu. Sinon, dites-moi, vous qui êtes connectés, dites-moi, sous ce dictateur, cet assassin d'Ali Bongo, hein, dites-moi si sous le couvre-feu, il y a des Gabonais qui ont été tués parce qu'ils auraient violé le couvre-feu. Je me rappelle même qu'il y en a qui allaient en boîte, des boîtes de nuit, machin, et que le procureur de la République et l'armée organisaient des descentes, on prenait les gens, on les mettait dans leurs camions militaires, là, ils les emmenaient en prison, en garde à vue, et après on les libérait. Jamais je n'ai entendu qu'on tuait des Gabonais pour avoir violé le couvre-feu. Donc, de quelle discipline militaire vous nous parlez? Là, les détournements de fonds. Vous avez nommé des gens dans les entreprises, dans le patrimoine d'État, la GOC, l'ONE, l'ARTEF et autres. Hein? Mais pourquoi aujourd'hui, en moins de 2 ans, moins d'1 an, tout ce que vous avez nommé là, vous les avez dégommés?
toujours pour des raisons de vol, toujours pour des raisons de vol, de détournement. Vous voyez bien que vous n'êtes pas des gestionnaires. Vous voyez bien que vous n'êtes pas des gens disciplinés. Parce que vous pouvez raconter ce que vous voulez. Là, vous ne pouvez plus vous cacher derrière, vous ne pouvez plus vous cacher derrière Ali Bongo, derrière Noureddin Bongo. Là, c'est bien vous. C'est bien vous qui êtes aux commandes. Hein? Pareil, le B2. Architecte, si je n'arrive pas à voir ton live, ah ben je ne sais pas, sinon passez sur TikTok, pas sur TikTok. Pas sur TikTok, je ne sais pas pourquoi tu ne me vois pas, tout le monde me voit. Passe sur Facebook alors. Donc je disais que vous ne pouvez pas vous présenter devant les Gabonais avec un visage machin, sauveur, quelqu'un qui même, ça s'appelle du marketing politique. On sait qu'il y a toutes les caméras braquées sur soi. On va passer comme par le plus grand des hasards à Mwanda devant quelqu'un qui est infirme. On va s'agenouiller pour montrer qu'on est humble, etc. Mais au même moment, on n'est pas capable de réparer la vie de Yann Ngonga que son armée a détruit, hein? Incapable de l'envoyer poursuivre ses études, incapable comment dire, de l'envoyer continuer ses opérations, alors que c'est vous, l'armée, avec votre grenade militaire, qui avez détruit sa vie. Mais de quelle humilité vous parlez? Une maman, ça fait 1 an et son fils qu'elle fait tout pour vous rencontrer, vu que la CNAM-GS les a abandonnés, vu que la justice les a abandonnés. Et aujourd'hui, par personne interposant me dit, oh non, vous avez tapé du poing sur la table auprès de vos directeurs de cabinet ou les mamies ou Chico, etc. Mais tout ça, c'est de la comédie. C'est de la comédie, monsieur Oligui. Combien de personnes vous ont déjà fait les retours concernant vos directeurs de cabinet, que ce soit civil ou privé ou je ne sais combien? Combien de fois on vous a fait des retours concernant Madame Chico? Combien de fois on vous a fait des retours concernant Arthur Lemami? Donc quand vous dites machin, oh vous avez... Mais pour moi tout ça c'est de la comédie. Vous savez très bien ce qui se passe dans vos cabinets. Vous savez très bien les personnes que vous avez créées. Donc ne venez pas faire celui qui n'est au courant de rien. Finalement, vous n'êtes plus le Gabonais le plus informé du pays. Hein? Là encore, cette semaine, nous avons vu toujours ce même magazine, Afrique Intelligent, d'ailleurs, qui avait même réalisé un article sur moi, très prémonitoire, les amis, très prémonitoire. Peut-être que je le reposterai un de ces jours. Hein? Où on nous parle du nouveau directeur général de l'ancien FONGIS, du Fonds Gabonais Souverain, ou je ne sais pas quoi, des générations futures. Hein? Là encore, une autre idée qui n'est pas si mauvaise, laissée par Omar Bongo, mais qui a été ponctionnée, qui a été lourdement pillée par Ali Bongo. Là encore, cette semaine, l'actualité a été défrayée par ça. Vous mettez quelqu'un dont, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait un CV imaginaire, quelqu'un qui serait un chef créateur d'une grande banque, mais qui en réalité n'aurait qu'un capital de 60 000 francs CFA ou quelque chose comme ça. Mais enfin. Donc voilà, pendant que là, nous voulons que le pays reparte sur les rails, vous faites preuve d'un extrême amateurisme. Et vous dites chef de renseignement, chef des forces de défense et de sécurité. Chef des forces de défense et de sécurité avec des militaires indisciplinés, des militaires qui ne vous écoutent pas. Là encore, il y a une semaine, jour pour jour, des éléments armés qui seraient des éléments de la GR ou de la PJ, hein, qui s'en sont pris à un jeune compatriote qui, là, cette fois-ci, a refusé de se laisser faire, a pu désarmer cet agresseur avec la population. Mais ça se passe après que vous soyez sorti et faire tout le one-man show que vous avez fait. Donc, au final, on se rend compte que vous n'êtes pas des gestionnaires politiques, premièrement. Vous n'êtes pas des gens qui puissent relever les finances du pays, parce que les finances du pays, en 1 an, sont pires qu'elles ne l'étaient sous Ali Bongo. Ce n'est pas moi, Rekula, qui le dit, ce sont les chiffres de notre économie, les chiffres que vous et vos services vous fournissez à l'ONU, au FMI, à la Banque mondiale.
Mais ça, vous ne le dites pas aux Gabonais. Pourquoi? Vous ne dites pas aux Gabonais que si vous ne refusez de payer cette association-là, l'association des praticiens, l'AP, Association des praticiens gabonais de santé, je crois, l'APGS, enfin, il faut dire aux Gabonais que si aujourd'hui vous préférez les menacer de détruire leurs entreprises, hein, de leur envoyer la SEG, le fisc, etc., les impôts et autres, donc créer, fabriquer des problèmes comme vous savez le faire avec vos justices et fonctionnaires aux ordres véreux. Hein. Si vous ne le faites pas, c'est parce que tout simplement les caisses du Gabon, c'est parce que les caisses du Gabon sont vides. Les caisses du Gabon sont vides pour les besoins du peuple, mais pas pour vos besoins à vous. Pas pour vos besoins à vous. Et oui, madame, monsieur ou madame Sage, oui, quand je dis que ce ne sont pas des politiciens, qu'est-ce que le général Oligui a fait? Dès qu'il est venu, il a créé des lois sur mesure, écartant tous les hommes politiques qu'il a trouvés. Tous les hommes politiques gabonais qu'il a trouvés, il les a écartés à travers des lois. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous avez des gens, des parfaits imposteurs, qui viennent, se présentent comme étant des gens du 109 et autres. Tout à l'heure, je répondais à un commentaire, un post fait par mon frère Peter Brady. C'est mon frère, hein, c'est mon propre parent. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais ont tellement souffert que chacun veut sa place au soleil. Donc ça commence par les gens qui se disaient de la société civile, que vous entendiez beaucoup parler là. Petit truc d'alliance, petit truc, aujourd'hui, vous êtes tous témoins que qu'il y ait meurtre, qu'il y ait vol, qu'il y ait machin, incendie, qu'il y ait crime, silence. C'est tous des silencieux. Vous voyez aujourd'hui tous les grands donneurs de leçons là, de la société civile, aujourd'hui ne savent ouvrir la bouche que pour attaquer ceux qui étaient là avant. Enfin, certains, parce que vous savez que 80% de ceux qui étaient là avant sont assis avec eux. Ils sont tous dans les mêmes institutions, ils mangent tous à table, etc. Donc, malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que nous n'avons plus de société civile. Nous constatons que ceux-là même qui, de par leur position, devaient contraindre le général Oligui à avoir une gestion propre et orthodoxe, sont au contraire ceux-là qui viennent chanter les louanges du général Oligui. Et ça m'attriste de voir aujourd'hui mon frère Peter Brady faire maintenant des vidéos, faire aujourd'hui du bitomisme ou du otétéisme et autres, prendre son téléphone et aller chanter les louanges du général Oligui. Ah, le lampadaire là, on a ça grâce au général Oligui. Oh, machin, ça là, oh, machin. Mais la question, je lui ai dit dans le post, je dis, mes frères, comme tu as dit dans ton post, tu as décidé de rejoindre le CTRI. Moi, je ne suis pas contre. Je vous dis que moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de personnes hein, qui sont abonnées avec moi, mais qui sont PDGistes ou qui sont cétristes, ils sont lapins. Et ça ne m'a jamais empêché de discuter avec eux parce que j'estime que chacun est libre de faire le choix qu'il veut. Il y en a qui le font par calcul, d'autres le font par d'autres le font par choix réel, par comment s'appelle le terme, par conviction. Et je dis ça à mon frère Peter, je dis Peter, si tu as décidé de rejoindre le CTRI par conviction, libre à toi, je ne t'en veux pas. Mais s'il te plaît, ne deviens pas un kuna-kuna, ne deviens pas un de ces bitomes, ne deviens pas un de ces ceux-là. Tu t'es levé pour un... les Gabonais ont beaucoup d'estime pour toi parce que tu as été l'un des rares, l'un des seuls apports gentils qui a mené le combat et durement. Tu as fait plusieurs jours et heures de prison, de garde à vue. Te voir aujourd'hui dans ces conditions à chanter les louanges d'un Oligui, ça m'attriste beaucoup. Parce que malheureusement, en politique, lorsqu'on veut se débarrasser de quelqu'un sans avoir à tirer une balle, sans avoir à l'emprisonner, c'est de faire en sorte que cette personne puisse manger le vomi que lui-même, hein, tu es venu, tu as vomi, les bongos, Aujourd'hui, on te fait ravaler tes propres vomis, on te ridiculise.
Et ensuite, tu deviendras la marionnette de ces gens. Et je t'ai dit, mon frère Peter, ce n'est pas une attaque, tu sais qu'on est parenté, mais je t'ai dit, Peter, si ce que tu fais, c'est par conviction, alors fais-le dans le silence. Tais-toi. Si ces gens-là t'aiment, te considèrent, et comme je le sais, beaucoup vous faites ça parce que vous voulez une place au soleil, ils te nommeront, ils te trouveront une place. Mais de grâce, arrête de devenir l'image que tu es en train de nous montrer là. Parce que sinon, je ne comprends pas. Aimes-tu plus le CTRI que les enfants d'Oligui, que les enfants d'Endonsima, de tous ces gens qui sont au pouvoir? Mais les Gabonais ne voient pas les enfants d'Oligui prendre leur téléphone chaque semaine, aller filmer les routes, les lampadaires pour montrer, ah, voilà ce que le CTRI, voilà ce que papa fait, pourquoi. Pourquoi c'est toujours vous, les enfants des pauvres? Pourquoi c'est toujours nous, les enfants des pauvres, du peuple, les enfants du Mapan, qui devons être cantonnés à des tâches aussi ingrates et dégueulasses? Donc votre CTRI ne vous reconnaît que pour ça? Votre CTRI ne vous reconnaît que, oh, je suis dans le Mapan, non, machin, mais qu'est-ce qu'ils font pour le Mapan? Tous les jours, ils passent. Rien que le fait de passer avec des voitures qui coûtent des centaines de millions, c'est déjà une insulte. Et vous êtes nombreux, vous ne le comprenez pas. Rien que faire venir des artistes, leur payer, leur donner des cachets qui coûtent des centaines de millions, ces dirigeants-là que vous prétendez suivre ne vous considèrent pas. Parce qu'un véritable dirigeant accepterait, préférerait mettre 100 millions en mettant dans chaque quartier un dispensaire ou une caserne de pompiers, plutôt que de venir prendre quelqu'un qui va... Et en plus, ce n'est même pas des concerts. C'est même ça qui est encore plus triste. Parce que le blanc, ce qu'il appelle concert, là, c'est tout un orchestre, c'est des musiciens, c'est des machins. Or, on vous fait venir des gens qui mettent un CD ou une clé USB de leur chanson et qui viennent dire les paroles de leur chanson. Qui viennent, qui dansent, qui viennent prendre quelques femmes, machin, qui se donnent, qui se prostituent et autres. Ça, c'est les coulisses après. Hein? Et puis, ils repartent les poches pleines. Oh, j'étais au concert de tel, j'étais au concert de tel. Mon Dieu. Mais jusqu'à quand serons-nous une population qui ne se considère pas? Jusqu'à quand serons-nous une population qui n'a pas d'estime de soi? Comprenez que plus nous serons dans cet état d'esprit-là, mais plus ces gens feront comme ce que les Romains faisaient. C'est-à-dire que lorsqu'ils sentent qu'il y a une petite grogne, ben on leur offre des jeux, ils offraient des jeux et du pain. Donc les jeux, c'est quoi? C'est qu'on vous donne de la distraction et on vous donne voilà, un peu de pain, un peu d'argent, quelques miettes, quelques dons par-ci. Voilà pourquoi lorsque je suis parti il y a quelques mois au Gabon et qu'ils ont tout fait pour me faire entrer dans cette mascarade, hein, dès que tu vas voir quelqu'un, oh non, il faut qu'on fasse une vidéo pour montrer que, oh, faut dire que tu as vu les avancées du général Oligui, etc. Dès que tu arrives, tu vas rendre visite. Oh non, mais. On te met au dialogue, tu dois chanter les louanges, tu dois dire oui, tu es dans une commission, vous travaillez vraiment pour le pays, on vous annonce des résultats qui sont à l'ouest de ce que vous avez. Et puis tout le monde est silencieux. Je dis non. Moi, mon cœur, en tout cas le cœur que Dieu m'a donné et l'éducation que mes parents m'ont donnée, ne me permet pas d'être ce genre de personne. Donc c'était dur de repartir du pays. C'était dur et vous savez, vous voyez vous-même qu'avec toutes les dénonciations que je fais, je ne suis pas prêt de pouvoir remettre les pieds au pays avec tout ce que nous voyons, avec ce régime, avec des militaires criminels. Donc quand est-ce que nous allons continuer comme ça? Quelqu'un me dit que sur TikTok, il ne m'écoute pas. Nancy. Ah ben je sais pas, hein, c'est peut-être ton téléphone. Il faut peut-être le redémarrer ou tu sors du live et tu re-rentres. Mais je pense que tout le monde m'écoute sur TikTok. Le live bug pour certains. On ne voit plus rien. Ah, ma maman et grande sœur, Madame Bendon. Mais c'est comme je vous ai dit, la famille, je vous ai dit que lorsque je fais ce genre de live, ce genre de révélation, eux là-bas à la présidence, ils savent que ce que je dis est vrai. Donc vous comprenez qu'ils mettent en place
tous les moyens pour détourner le Silam et autres. Hein, Princesse de Souba qui a travaillé là-bas vous a déjà parlé du Silam. N'oubliez pas une chose, c'est que le Gabon a mis les années précédentes extrêmement beaucoup d'argent pour pouvoir avoir des outils d'espionnage, notamment le logiciel israélien Pegasus. Bon, je sais aussi aujourd'hui qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus. Ça, je peux vous le dire. Je vous donne un exemple concret. C'est en train de bugger sur TikTok. Tapotez sur Facebook, hein. Vraiment là, ils sont en train de mettre le paquet. Donc ça, je peux vous le dire avec certitude. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai travaillé avec l'équipe de complément d'enquête, lorsqu'il fallait faire le film concernant euh, des groupes français pétroliers, mais je discutais avec eux, nous avons travaillé un mois avant, mais nous travaillons exclusivement sur WhatsApp et sur Signal. Les services de renseignement gabonais n'ont rien eu. Pourtant, vous-même, j'étais sur écoute. Hein. Tout le temps que j'étais au Gabon, j'étais sur écoute. D'ailleurs, eux-mêmes ne se cachaient pas de me le dire. Mais pourtant, mon téléphone étant sur écoute, ils n'ont pas pu déceler le fait que je discutais et que je préparais des choses. Ils n'ont pas pu, lorsque ces gens sont arrivés et que nous avons mis en place des méthodes de travail, ils n'ont rien vu. Quand ces gens sont repartis, quand les journalistes sont repartis en France, etc., ils n'ont rien vu. Donc écoutez aussi que, comprenez aussi qu'il y a un mythe. Il y a un grand mythe que ces gens-là aiment répandre au Gabon. Oh, les services de renseignement gabonais sont parmi les plus performants d'Afrique, etc. Et ils jouent sur ce mythe. Ils jouent sur ce mythe. Si c'est vrai, à un moment, c'était vrai, mais aujourd'hui, non, c'est pas forcément vrai. La preuve, quand ils ont voulu m'avoir, j'ai été caché au Gabon. Est-ce que vous saviez que j'étais même pas loin du Silam? Est-ce que vous le saviez? J'étais pas loin du Silam. Il faut juste comprendre comment se passent les écoutes, comment se passent les techniques d'espionnage. Là, je vous donne un petit cours. Allons-y, on va faire une petite parenthèse. Lorsque vous avez un numéro de téléphone qui est connu des autorités, un téléphone, sachez, dites-vous dans votre tête que ce téléphone est connu déjà des autorités. Donc, à travers son email, à travers son numéro d'identification, ce qu'on appelle email, même si vous changez de puce, comme vous voyez, oh, j'enlève la puce, je casse, vous mettez une nouvelle puce, dès l'instant où votre téléphone va border, il sera reconnu et on vous espionnera à nouveau. Donc, dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir un nouveau téléphone que vous n'avez jamais utilisé, que vous avez acheté ailleurs, sous un autre nom, que quelqu'un a acheté sous un autre nom, quelqu'un de préférence qui n'est pas un proche, et pourquoi pas un numéro avec un nom étranger. Vous faites pareil pour une puce, et les personnes que vous appelez devront aussi avoir des téléphones similaires. Parce que si j'achète un nouveau téléphone, une nouvelle puce et autres, mais que j'appelle quelqu'un que j'ai l'habitude d'appeler, mais sachez que ces personnes aussi sont sur écoute. Donc votre nouveau téléphone sera aussi sur écoute. Donc vous devez utiliser des nouveaux téléphones qui ne sont pas connus, des nouveaux téléphones ni de vous, ni des interlocuteurs que vous voulez appeler, c'est tout. Mais même là aussi, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser parce que vous avez des logiciels, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des mots qui sont enregistrés. Vous avez des occurrences, les logiciels, partout, hein, même ici en Occident, partout, il ne faut pas suivre. Lorsque vous êtes là, vous parlez, les logiciels viennent, on va dire, sur les réseaux et puis ils sont là, ils écoutent, ils écoutent. Dès qu'ils entendent, par exemple, terrorisme, bongo, machin, tout de suite, votre numéro est accroché. C'est comme ça que les écoutes se passent. Et ensuite, vous avez maintenant des opérateurs, donc des hommes qui sont là pour véritablement écouter, écouter vos conversations. Donc, il y a des mots aussi que vous ne devez pas... Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Je vous explique un peu parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont paranoïaques. Oh, non, il ne faut pas suivre. Après, effectivement, si vous avez été géolocalisé à travers votre numéro, il faut savoir que à Libreville, partout, vous avez des antennes téléphoniques. Et à chaque fois que votre téléphone passe d'un quartier à l'autre, il envoie un signal à l'antenne la plus proche. Donc, si vous êtes par exemple au charbonnage, votre téléphone va envoyer
son signal à l'antenne du charbonnage. Dès que vous arrivez à lui, le téléphone va envoyer le signal à l'antenne de lui. C'est ce qu'on appelle la triangulation. Maintenant, le SILAM, ils ont des unités mobiles, des véhicules, qui permettent de détecter avec précision le signal. Parce que ce que je vous ai dit là, la triangulation, localise, hein, va dire, ah, le téléphone est dans tel quartier, mais ce n'est pas précis. Ça va dire, par exemple, c'est dans ce quartier sous un rayon, par exemple, de 1 km ou de 800 mètres. Par contre, ce sont les hommes de renseignement avec les unités qu'ils ont, les véhicules qu'ils ont, en sillonnant dans la ville, hein, l'ARTEF aussi a ses instruments, en sillonnant dans la ville, le signal de votre téléphone sera de plus en plus fort. C'est ça qu'ils suivent et c'est comme ça qu'ils vont vous dénicher. Bon, moi, mon diplôme, j'ai un diplôme d'ingénieur en management des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, vous comprenez que je sais de quoi je parle. Mais aussi, de la même manière, vous comprenez que lorsque vous savez que vous êtes sur écoute, vous pouvez jouer aussi à l'idiot. C'est-à-dire que vous pouvez faire passer des messages à des personnes qui vous écoutent sans que ces personnes ne sachent que vous savez que vous les écoutez. Bref. Donc pour revenir à notre sujet, c'est ça, malheureusement. Cette semaine a été riche, toujours dans les mêmes pratiques frauduleuses. Une gestion calamiteuse. Là, on nous apprend que le directeur du budget a été arrêté, serait en garde à vue pour des questions de détournement de fonds, etc. Je dis, mais enfin, c'est pas celui qui est venu là il n'y a pas longtemps après que l'autre a été aussi chassé pour les mêmes raisons, le petit frère d'Oligui, ou bien je me trompe? Et mieux, on nous dit que Fabrice Andjoua, qui fut pendant très longtemps également directeur des budgets et autres, qui n'est autre que l'un des fils d'Omar Bongo, qui n'est autre que l'un des fils chéris de Madame Boranso, on nous dit qu'il aurait fait une frappe ou qu'il se serait rendu coupable des détournements de fonds jusqu'à hauteur de 300 milliards. Est-ce que vous entendez 300 milliards? Et qu'aujourd'hui, il serait en fuite à Dubaï. Pourquoi je parle au conditionnel? Parce que vous savez, je n'ai pas les avocats. Si je parle en disant oui, voilà, on va seulement sonner à ma porte, on va dire tenez la plainte hors diffamation. Donc voilà pourquoi je parle au conditionnel. Mais vous savez que nous, lorsque nous parlons au conditionnel, très souvent ce conditionnel s'avère être vrai. Et de la même manière, là maintenant nous nous posons des questions. Comment ça se fait qu'il aurait détourné jusqu'à 300 milliards? Que font, vous savez, j'ai travaillé ici en France, hein, à la banque, à l'une des plus grandes banques de France, la Banque Postale. Et j'étais dans un pôle financier, hein, le plus grand pôle financier d'une ville, et je gérais les grands comptes. Mais je puis vous dire qu'on ne détourne pas de l'argent facilement, même au Gabon. Je puis vous dire qu'il y a énormément de mécanismes pour déceler les éventuelles fraudes, les éventuels détournements de fonds. Rien que la formation pour ça, la certification est compliquée. Je vous assure que j'ai d'abord passé plus d'un mois ou 2 mois après toutes les formations, les mises à niveau, parce que dans mon cursus, j'ai fait de la finance, de la banque, finance, banque et assurance, tout ça. Donc, j'ai fait des mises à jour, mis les mois de mise à jour. Une fois à l'intérieur de la banque, vous êtes encore formé. Formé à la sécurité, formé, machin, les différentes... Et je vous dis, ce n'est pas facile. Donc, lorsqu'on nous parle aujourd'hui de détournement s'élevant à 300 milliards de francs CFA, les amis, vous ne pouvez pas détourner autant d'argent sans qu'il n'y ait de la complicité, sans qu'il n'y ait de la haute complicité dans l'administration. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on nous explique comment le même général Oligui qui est venu, qui nous a vendu le savoir, le savoir militaire, qui nous a vendu la discipline, comment ça se fait que sous son magistère, le vol continue de plus belle? Comment on peut nous expliquer que
Le Gabon est sous haute surveillance. Toutes les frontières sont là. On a vu là, avec l'affaire HPO comment les muscles sont sortis de partout. Les militaires étaient dans tout le pays, jusque dans les toilettes des gens. Mais que Fabrice Andjoua aurait pris l'avion tranquillement et qu'aujourd'hui il serait à Dubaï. Expliquez-moi. C'est quoi? C'est un avion mystique qu'il a pris depuis Franceville, qu'il a pris depuis Ngoni? C'est un hélicoptère fantôme? C'est un sous-marin nucléaire volant? Expliquez-nous. Oui, qu'est-ce que tu veux? Quoi, sous-marin nucléaire volant? Oui, qu'est-ce que tu veux? Les nouveaux moyens de transport que Dieu cite donc. C'est ma fille qui rigole de ce que je dis, des hélicoptères fantômes. Ben, elle n'a pas connu hein, l'époque de Patrick. Oui, Ndéndé Airlines, tu ne connais pas ça. Avec ses petits frères, souvent ça parle de Ndéndé Airlines. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas vécu. Vous savez, souvent je leur fais écouter les aventures de Patrick Nguemandong, du général Mangani Mangwa, hein, ce général putschiste Mangani Mangwa, et son ennemi juré, le général, le commodore Mankiller. Bref. Donc voilà, qu'on nous explique comment Fabrice Andjoua, dont depuis des années traîne des casseroles, comment là encore sous le CTRI qui a continué à le maintenir là toujours dans la finance, comment il se serait rendu coupable d'un détournement de fonds s'élevant à 300 milliards et qu'il aurait par la suite pris l'avion fui pour Dubaï. Quoi, il a fait comme moi, il est monté dans un corbillard à côté d'un cadavre et puis il a quitté la route comme ça. Qu'on nous explique. Si ce n'est pas une volonté des autorités judiciaires ou je ne sais trop quoi, d'organiser sa fuite. Parce que l'attraper serait peut-être trop gênante en termes de révélations qu'il ferait. Vous vous rappelez quand Patrici Tanaza avait été arrêté, hein, quand les Black Boys avaient été arrêtés, vous vous rappelez? Quand à la barre, après plusieurs mois et années de torture, quand à la barre, Patrici Tanaza nous a raconté, nous a reconnu, oui, qu'il prenait de l'argent, mais que l'argent qu'il prenait en grande partie servait à Sylvia, servait à Noureddine et autres. Donc vous comprenez que pour plutôt aujourd'hui, sous une transition qu'on nous dit être la transition qui sauvera et relèvera le Gabon, vous comprenez que plutôt que d'avoir un Fabrice Andjoua, hein, nous sortir, nous faire des révélations pareilles, il serait intéressant et judicieux pour tout le monde qu'il ait quitté le Gabon et qu'il soit protégé, qu'il soit loin quelque part. Voilà malheureusement le pays. Donc quand je vois des gens qui viennent m'écrire, non seulement ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup s'en sont pris, en commençant par Oligui lui-même, beaucoup s'en sont pris à, euh, aux Gabonais patriotes que nous sommes en disant oui, voilà, beaucoup vous êtes dans l'injure, dans l'insulte. Bon, déjà que vous savez, moi je ne me reconnais pas dans ce registre, je ne m'inscris pas dans ce registre, mais curieusement, à chaque fois que je fais une publication, ceux qui viennent injurer, ceux qui viennent euh, euh, avec des propos malveillants, ce sont les soutiens du CTR. Et c'est triste. Vous reprochez le fait que certains activistes, que certains patriotes aient des propos injurieux ou des propos à la limite offensants sur vous, mais vous envoyez vos gens insulter, à l'image de ce petit Libanais là qui se croit plus gabonais que tous les autres Gabonais, qui passe son temps à insulter et à se définir comme étant soutien d'Oligui, mais jamais je ne l'ai vu interpeller ou je ne sais trop quoi. Mais si moi je fais la même chose au Gabon, je prends mon téléphone, j'insulte Oligui comme ce petit Libanais l'a fait là-bas au Gabon, mais vous verrez le ministre silencieux qui a retrouvé sa voix pour Ali Akbar et autres, qui viendra prendre un communiqué, oh machin, injure publique, etc. Voilà votre gouvernance et justice à deux vitesses. Kelly Andor est là, abandonné à lui. Je me demande même si en réalité il est vivant. S'ils ne l'ont pas tué, et puis voilà. Parce que rien ne peut expliquer aujourd'hui que le général Oligui continue à le laisser mourir en prison. Rien ne peut expliquer ça.
le général Oligui n'est pas mieux que Kelly Ondo. Mieux. Kelly Ondo n'a pas eu besoin d'attendre la force de centaines de personnes en armes. Ils étaient 3 ou 4 avec ses compagnons, ils ont appelé le peuple. Voilà un homme courageux. Mais voilà que le général Oligui nous montre son courage en disant « Ah non, moi je veux le papier là. Je veux que vous nous donniez l'amnistie, comme ça on ne va rien nous faire. » Mais de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur, monsieur Oligui? Vous pourrez faire signer tous les papiers d'amnistie que vous voudrez. Vous pensez que ces papiers auront quelle valeur face au prochain qui prendra le pouvoir? Vous pensez que ces papiers auront quelle valeur? Et quand je vois aujourd'hui certains Gabonais et même les gens du CTRI, qui veulent justifier le fait que le général Oligui veut se maintenir au pouvoir par la force, en disant, oh, hein, Oligui lui-même l'a dit, oh, mais le général de Gaulle, c'était qui? C'était un militaire. Mais je dis, mais enfin, vous voyez, à force de tuer l'école gabonaise, à force d'avoir des personnes qui sont là, qui vous suivent juste, qui ne savent même pas pourquoi elles vous suivent, pour beaucoup, le général Oligui peut sortir ce genre de choses. Mais monsieur Oligui, le Gabon était-il en guerre contre un autre pays? Parce que lorsque vous prenez le contexte français, et notamment le général de Gaulle, comparaison n'est pas raison. La France était en guerre. La France a été submergée par l'Allemagne. La France a été humiliée. L'armée française a été vaincue en un mois. N'eût été la situation naturelle géographique de l'Angleterre, qui elle-même a été terrassée, balayée, la France ne se serait jamais relevée. Ce sont une partie, parce que M. Oligui, je vais vous donner une petite leçon d'histoire apparemment, parce que vous semblez venir raconter des choses au peuple gabonais, ou du moins à vos supporters, mais qui apparemment, peut-être par manque d'école, n'ont pas pu avoir ce cours d'histoire. Donc je vais vous le rappeler. Lorsque qu'une partie de l'armée française fuit, et notamment le général de brigade, le général de Gaulle, fuit en Angleterre, ce sont les Anglais et les Américains qui ont fait d'eux un semblant, un embryon d'armée. Mais c'est beaucoup plus nous, les Africains, qui avons été le sang et l'armée principale qui a relevé la France. Et c'est aussi, en parlant de vous, Oligui, c'est aussi une petite parenthèse pour M. Macron qui parle d'ingratitude. C'est nous, par notre sang, c'est nous qui étions la chair à canon qui avons délivré une grande partie de la France, de l'Europe, M. Oligui. Et si vous le savez, je crois qu'avec vos cours militaires, vous l'avez fait. Lorsque les grands, les puissants du monde se sont partagés le monde, à travers la conférence de Yalta et de Potsdam, hein, Roosevelt, Staline et Churchill, et plus tard Truman, Staline et Churchill, n'ont même pas daigné inviter le général de Gaulle parce qu'il n'était personne, il ne représentait rien, il n'avait pas de force. Ce n'est que plus tard, par compassion, après le débarquement de 1945, qu'ils ont permis à la division française Leclerc, et encore que même la division française Leclerc, c'était d'abord des Africains, hein, voilà, qu'ils ont permis à cette division d'entrer à Paris en libérateur symboliquement. Et ce n'est que là, à travers aussi toutes les missions de sabotage, de résistance organisées grâce à l'Angleterre et autres, que la France a pu être délivrée. Donc quand vous parlez du général de Gaulle, M. Oligui Nguema, qui, à part le général de Gaulle, dans ce contexte de guerre, incarnait l'autorité, incarnait la France, puisque le général Pétain et tous les autres avaient installé un gouvernement de Vichy, qui est un gouvernement collaborateur du mal, qui est un gouvernement collaborateur allemand. Donc, M. Oligui, je ne sais pas si lorsque vous étiez plus prompte à écouter les cours de torture dont vous parliez plutôt que les cours d'histoire, mais ne refaites plus ce genre de comparaison, à vous comparer au général de Gaulle qui a dirigé la France, qui était là, qui était genre comme une espèce de président de transition qui n'a pas été élu. Comparaison n'est pas raison, M. Oligui. Sommes-nous en guerre? Avez-vous délivré le Gabon d'une guerre?
Moi, ce que je sais, et je l'ai rappelé à Peter Brady, quand j'entends encore des gens dire que le Gabon était dirigé pendant 42 ans par des civils, pendant plus de 50 ans par des civils, et qu'aujourd'hui il faut laisser les militaires. Mais là encore, c'est parce que vous refusez d'enseigner les Gabonais. Vous avez détruit l'école gabonaise volontairement. Parce que sinon, vous aurez expliqué aux Gabonais, vous aurez enseigné aux Gabonais que le président Omar Bongo était des services de renseignement français. Vous aurez expliqué que que le président Omar Bongo a été placé là par Jacques Foccart et le général de Gaulle, parce que le président Léon Bas étant atteint d'un cancer en phase finale. Donc le président Bongo était bel et bien un militaire et non pas un civil. Donc pourquoi faites-vous croire au peuple gabonais que voilà, vous militaires, vous êtes nouveaux, vous tombez du ciel ou je ne sais trop quoi? Pourquoi vous ne dites pas au peuple gabonais que Omar Bongo, militaire, s'est maintenu au pouvoir pendant plus de 42 ans grâce à la seconde colonne vertébrale du PDG? Parce que le PDG, c'est qui? Mais c'était des idéologues. C'était des gens qui ont assis une idéologie, comme vous êtes en train de faire avec votre CTRI, machin. Mais cette idéologie reposait sur quoi? Se maintenait sur quoi? Grâce à la force militaire. Oh non, monsieur Régis, pardon, la politique, je vous dis, je fuis la politique. Être membre de la société civile me permet de parler de politique, me permet de faire de l'activisme politique, mais je ne compte pas faire de la politique. J'ai déjà eu plusieurs propositions de plusieurs partis, mais ça ne m'intéresse pas. Et j'espère que Dieu me permettra de rester dans ce registre. Donc je disais, monsieur Olegui, que dites aux Gabonais que ceux-là qui ont permis au PDG de se maintenir pendant toutes ces années, ben c'est la version militaire du PDG. Vous, dites aux Gabonais qu'après 67, lorsque Robert Maloubier, les membres de renseignement de la France, pour protéger, pour maintenir Omar Bongo au pouvoir, ont créé ce qu'on appelait avant la garde républicaine, qui est devenue plus tard dans les années 80 et autres, la GP, garde présidentielle, qui après la conférence nationale a été rebaptisée garde républicaine. Dites-le. N'est-ce pas vous les militaires qui, lorsque le peuple sortait dans la rue pour se battre pour son indépendance, n'est-ce pas vous les militaires qui mainteniez Omar Bongo au pouvoir? Sinon, y a-t-il eu un Gabonais qui a déjà vu Omar Bongo avec des armes, des bâtons, des gaz lacrymogènes, des mitraillettes dans les rues? Mais pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Comment des gens sérieux qui ont vécu dans le Gabon dans lequel moi j'ai vécu, comment des gens sérieux peuvent dire c'est les civils qui géraient, les militaires n'ont jamais géré, aujourd'hui il faut leur laisser le pouvoir? Comment des gens qui ont quelque chose dans la tête peuvent sortir ça? Et il y en a qui applaudissent ça. Ah, laissez les militaires gérer. Comment quelqu'un comme Séraphin Mundunga, qui a été un pilier de ce système, qui était l'enfant prodige de Kokumbo, l'enfant prodige de M. Ginzuba Ndama, qui lui-même a été un pur produit et pilier, qui s'est lourdement enrichi sous le PDG. Voilà des gens qui ont gracieusement profité du système politique mis en place. Et ce sont eux aujourd'hui qui veulent ouvrir la bouche. Mais M. Séraphin Mundunga, vous avez rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Paris dans votre exil? Je ne dirais pas sur le chemin de Damas, mais sur le chemin de Paris. Monsieur Séraphin Mundunga, n'est-ce pas vous qui étiez ministre de la Justice là, sous Ali? Dites-nous, lorsque vous venez faire semblant de critiquer vos amis, les opposants que vous êtes en train de former là, les Ali Akbar, tout ça là, parce que, bon, lorsque vous venez parler de ce genre de personnes, vous ne venez pas nous parler
nous faire le bilan de votre magistère, vous, ministre de la Justice? Parce que je crois savoir que les tortures qui ont eu lieu au B2 et dont les dossiers que je suis avec d'autres, vous étiez ministre de la Justice. Faites-nous un peu le bilan de ça. Faites-nous un peu ce bilan. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que vous êtes tombé dans un bain et puis vous êtes devenu immaculé. Vous êtes une personne nouvelle qui vient nous parler de je ne sais, de je ne sais trop quoi. Et ça, malheureusement encore, comme je le dis, c'est parce que vous savez, ces gens ont compris qu'aujourd'hui, le Gabonais, il suffit de peu. Jetez-lui des miettes de pain, un peu de distraction, il vous chante tout ce que vous voulez. Parce qu'ils ont tué l'espoir chez les Gabonais. Ils ont tué le rêve chez les Gabonais. Aujourd'hui, le Gabonais qui était envié de tous, le Gabon qui était un Eldorado, le Gabonais qui était fier lorsqu'il marchait, il bombait le torse. Aujourd'hui, le Gabonais se prostitue pour un téléphone, se prostitue pour un bout de pain. Et pendant ce temps, pendant qu'on vous dit que la CNAMGES ne peut pas soigner les Gabonais, pendant qu'on vous dit que la CNAMGES n'a pas d'argent, eux, ils vendent le bien de l'État, des avions, des machins, dans des mécanismes, on ne sait comment, et continuent une vie extraordinaire. Monsieur Oligui, lorsque nous avions discuté, je vous avais dit que si vous suiviez les pas de Thomas Sankara, de Jerry Rawlings, je vous suivrai. Je le dis tout le temps. Vous m'aviez dit oui, que vous suivez leurs pas. Vous vous rappelez que Thomas Sankara, lorsqu'il prend le pouvoir par un coup d'État, non seulement il se comporte en patriote, il décide de révolutionner son pays à travers des pratiques, à travers l'instruction civique, à travers la production nationale. Lui qui était en froid avec la France et autres, mais qui a mis en place tout un système pour relever le pays. Lui qui a sorti des décrets interdisant l'utilisation de moyens roulants coûteux pour lui et pour tous les gouvernements. Je me rends compte que vous ne suivez nullement ces pas, monsieur Oligui. Vous roulez dans des Rolls-Royce, vous roulez dans des véhicules qui coûtent des centaines de millions. Mais au même moment, vous voulez vous faire passer pour quelqu'un de humble. Mais dites-moi, lorsque vous roulez dans ces véhicules qui coûtent des centaines de millions, quoi, ça développe votre intelligence, ça développe ce que vous voulez faire pour le Gabon? Parce qu'avant vous, votre père Omar Bongo l'a fait, rouler dans des véhicules qui coûtaient des milliards, dans des grosses Rolls-Royce. Ça n'a pas empêché son cerveau de faire exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire mettre le Gabon dans les abîmes. Vos ministres, quand j'étais au dialogue, les Laurence Nong, les machins, Laurence qui, je ne sais pas, est-ce qu'ici elle avait même un véhicule, les Maïs Poussi qui étaient là à pied et autres. Je les voyais là-bas au dialogue, c'est chacun dans son VX, dans son Nissan machin, V8 qui coûte 70 millions, garde-corps, le machin. Mon Dieu. Êtes-vous venu pour ça? Pour vous enrichir? Moi, j'aurais aimé, j'aurais compris que vous nous auriez sorti des lois, interdisant les membres du gouvernement d'aller se faire soigner à l'étranger. J'aurais aimé que vous nous sortiez, puisque vous êtes des patriotes, il paraît, j'aurais aimé que vous nous sortiez des lois pour obliger les membres du gouvernement, vos enfants, vos familles, d'apprendre dans les écoles publiques gabonaises. Comme ça, vous verrez ce que vit nos compatriotes. Mais tous autant que vous êtes, vos enfants apprennent en Europe, dans les universités européennes. Vos enfants naissent aux États-Unis, en France. Vos enfants, jusqu'aujourd'hui où je parle, vivent et apprennent en Occident. Et pour les plus petits qui ne peuvent pas rester loin de vous, comme vos derniers enfants, monsieur Oligui, où ils apprennent au Gabon, dans les écoles publiques conventionnées, donc dans les écoles françaises. Donc, je ne sais pas qui vous a conseillé qu'il fallait montrer que vous étiez un père attentionné qui accompagne ses enfants en retard, avec beaucoup de retard, caméra à l'appui. Et dans quelle école? Dans des écoles que le Gabonais lambda ne peut pas se payer. Mais qui vous conseille, mon Dieu? C'est qui? C'est les Arthur, les mamies, c'est Madame Chico, ce sont tous ces gens-là qui vous conseillent? C'est Yann Koubdje, c'est Tanguy Gaoma, parce que je sais que c'est toute cette bande-là qui est autour de vous.
et qui vous mettent aujourd'hui dans ces problèmes, même si vous n'êtes pas aussi un enfant. Parce que c'est bien, c'est facile de dire, oh, l'entourage. D'accord, l'entourage peut être pourri, mais Oligui n'est pas un enfant. Le général Oligui n'est pas un enfant. Il a vu ce qui se passait autour de Marbongo, non? Il a vu ce qui se passait autour d'Ali. Donc aujourd'hui, ceux-là qui ont ce langage, ah, Oligui n'est pas mauvais, c'est l'entourage. Mais nous allons continuer de dire ça quand? Jusqu'à quand? C'est ce que j'entendais, moi, certains de mes parents dire de Marbongo. Oh, Marbongo n'est pas mauvais, c'est son entourage. Mais son entourage, là, c'est qui?